Bien, dans cette présentation, je vais vous donner des bases pour mieux appréhender la modalité IRM. Nous allons parler de l'historique, donner quelques définitions, parler du coût, des principes, des contre-indications, de la préparation du patient, parler un peu du matériel et des images. Donc l'IRM, au départ, c'était imagerie par résonance magnétique nucléaire, donc c'était IRMN. Le magnétisme est un phénomène très ancien, découverte il y a à peu près 2500 ans. Entre 1930 et 1940, on a fait des recherches sur les interactions entre le noyau de l'atome et les champs magnétiques. En 1936, on parle alors de phénomène de résonance décrit pour la première fois. En 1946, Purcell et Bloch observent qu'après une excitation par une onde électromagnétique à une certaine fréquence, le noyau absorbe puis restitue de l'énergie. 1950, problème, avoir un ordinateur puissant et rapide, avoir un aimant stable et à taille humaine, et trouver une application médicale. 1972, première image IRM. 1977, première image d'un poignet. 1982, première IRM en France à Marseille. Et en 1987, première IRM à Lille. C'est un General Electric, c'est le MR-Max. Parlons un peu de résonance. La résonance est un principe physique consistant à faire interférer deux systèmes pour qu'il y ait un échange d'énergie. Certains atomes peuvent entrer en résonance dans certaines conditions. C'est le cas de l'atome d'hydrogène. En ce qui concerne les aimants, il existe différents types d'aimants. Il existe des aimants permanents avec des substances ferromagnétiques. Ce sont des aimants simples, encombrants, très lourds, à faible champ magnétique. Il existe des aimants résistifs, ce sont des bobines d'électroaimants alimentées par un courant électrique qui sont chères et qui produisent beaucoup de chaleur. Et il y a les aimants supraconducteurs, c'est les aimants qui vont nous intéresser surtout en IRM. Ce sont des électroaimants, ce sont des bobines de fil en alliage métallique spéciaux qui deviennent supraconducteurs une fois qu'on les a refroidis au zéro absolu, soit moins 269 degrés. En général, elles sont refroidies par hélium liquide et un courant électrique permet de fabriquer le champ magnétique. Je vous invite d'ailleurs à aller voir les bases physiques en IRM où on vous explique en fait l'interactivité entre un champ magnétique et un courant électrique. La cage de Faraday. La cage de Faraday est une enceinte métallique en cuivre, donc conductrice de courant. Elle isole l'intérieur de la salle d'IRM de toute perturbation électrique extérieure comme les radiofréquences. L'IRM utilisant elle-même des radiofréquences, il faut bien évidemment s'affranchir des perturbations extérieures. Elle isole également l'extérieur de la salle d'IRM des ondes de radiofréquences utilisées pendant l'examen. Voilà un peu le type de cage de Faraday. Donc on voit bien toutes les plaques de cuivre et si vous regardez bien, en haut vous avez le tube de quench, on reviendra dessus tout à l'heure. Une salle d'examen d'IRM est constituée donc de la cage de Faraday qui entoure complètement la machine. Il y aura bien sûr la présence d'un local technique et de la console où travaillent les manipulateurs. La machine en elle-même est constituée de plusieurs bobines. La bobine supraconductrice, qui est l'élément principal, des bobines de gradient et des bobines de shim. Je ne m'étends pas sur le problème, vous allez voir tout ça avec les bases physiques. Deux mots pour parler un peu du coût de la machine. La machine en elle-même, la cage de Faraday et les antennes, on est à peu près à 1,3 million d'euros. Le prix moyen d'une antenne se situe entre 10 000 et 20 000 euros, voire plus. Les maintenances, c'est à peu près 10 à 15% du prix de la machine par an. Et le travaux d'aménagement, environ 150 000 euros. Là-dessus, il faut ajouter tous les périphériques, comme l'injecteur à magnétique, qui est environ à 40 000 euros. Comparons un peu la puissance des machines par rapport au champ terrestre.
le champ terrestre est égal à 0,5 Gauss. Une machine de 1,5 Tesla, c'est donc 15 000 Gauss. C'est-à-dire que 1,5 Tesla, c'est 30 000 fois le champ magnétique terrestre, ce qui est considérable. 0,3 Tesla, c'est 6 000 fois le champ terrestre. Donc voilà une machine avec des aimants permanents, utilisant non pas des bobines supraconductrices, mais des éléments ferromagnétiques. Et voici les plus répandus, donc les machines avec des aimants supraconducteurs, qui sont souvent des 1,5 ou des 3 Tesla. Voilà une petite illustration en fait de la puissance de la machine. Donc là vous avez un bouchon de stylo et vous allez voir la vitesse à laquelle il part dans la machine. Vu la puissance de la machine, il y arrive quelques accidents. Donc ici c'est une photo à l'installation de notre première machine. Et pour l'anecdote, un peintre a voulu faire une retouche dans la salle. Il est rentré avec la chaise que vous voyez et la chaise malheureusement est partie dans la machine sans que l'ouvrier puisse faire quoi que ce soit. Résultat des courses. Le résultat, c'est cette chaise avec ses pieds complètement pliés sur elle-même. Il a fallu 4 personnes pour extirper ce siège de la machine sans pour cela baisser le champ magnétique. Voici un autre exemple, encore une chaise avalée par la machine. Vous trouverez beaucoup d'autres exemples sur Internet. Le tout est de savoir que malheureusement il y a eu quelques décès suite à des objets qui sont partis dans la machine. À noter que si un tel incident vous arrive, il existe 2 possibilités. Soit il y a un patient qui est en danger, dans ce cas-là, il faut directement appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence, c'est ce qu'on appelle le quench. Comment ça fonctionne le quench? En fait, on va faire disparaître l'hélium liquide. Comme l'aimant ne sera plus refroidi, il va s'arrêter. Ou alors, si vous avez plus de temps que le patient n'est pas en danger et qu'on peut retirer le patient sans encombre, on peut descendre progressivement le champ magnétique par un technicien. Si vous devez appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence, l'hélium liquide refroidissant l'aimant va se vaporiser en hélium gazeux. Il va s'échapper par le tube de quench vers l'extérieur du bâtiment. Dans la salle elle-même d'examen, on pourra quand même observer une augmentation de pression. Donc on en a parlé tout à l'heure, mais quand réaliser ce quench, quand un objet a été attiré et bloque l'aimant ou blesse un patient ou une autre personne, et qu'on ne peut pas le retirer. Ou alors le deuxième cas, c'est en cas d'incendie. Donc voilà ce qui se passe quand on appuie sur le bouton de quench. Ici, ça a été réalisé lors du démontage d'une machine. Vous observez que tout le l'hélium liquide ne sort pas par le tube de quench à l'extérieur, il y en a aussi beaucoup dans la salle d'IRM. Parlons un peu du nucléaire et des atomes. Les atomes sont constitués d'un noyau, constitués eux-mêmes de protons et de neutrons, autour duquel gravitent des électrons. Toute charge électrique en mouvement induit un champ magnétique. Les protons et les neutrons sont constitués de sous-particules que sont les quarks. Au sein du noyau, les protons et les neutrons vont se répartir. Pour un nombre pair de nucléons, leurs moments magnétiques vont s'annuler. Ce sont les noyaux qui possèdent un nombre impair de nucléons qui vont engendrer un champ magnétique. Par exemple l'hydrogène, le fluor, le phosphore. Alors, où trouve-t-on principalement des protons dans le corps humain? Évidemment, on va l'en trouver dans l'eau, par H2O, ou dans la graisse par les ramifications en CH3.
Donc l'eau est présente dans le corps humain à 60-75%. Une personne de 70 kg, par exemple, contient 45 litres d'eau. La quantité d'eau varie d'un tissu à un autre, mais aussi à l'intérieur d'un même tissu selon l'état physiologique du patient et son âge. Donc, à titre d'exemple, dans le cerveau, on a 76% d'eau, des poumons 78%, le cœur 79%, le foie 73%, l'estomac 75%. Là où on en a le moins, en fait, c'est l'os. Et effectivement, c'est quand même l'os est très mal étudié en IRM. De même, pour l'eau, la graisse est variable selon les individus. Ah, c'est très facile à comprendre. Donc, tout corps humain placé dans un champ magnétique puissant va voir ses atomes d'hydrogène s'orienter dans la même direction, grâce au proton H2 qui se transforme en petit aimant. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant pour fabriquer une image? Eh bien, pour fabriquer une image, on va émettre des ondes de radiofréquence grâce à une antenne émettrice de radiofréquence. Les protons vont être alors stimulés et à l'arrêt de l'impulsion de radiofréquence, les protons ne voudront faire qu'une seule chose, c'est de retourner à leur état initial et restituer l'énergie qu'ils auront absorbée. Cette énergie va être alors captée par des antennes réceptrices de signal. Ces signaux sont enregistrés et traités sous forme d'images par un système mathématique et informatique qu'on appellera la transformée de Fourier. On récupère donc des signaux. Ces signaux sont localisés dans l'espace. On réalise des variations graduelles de champ magnétique pour localiser ces signaux grâce à des bobines d'électroaimants superposées au champ magnétique principal qu'on appelle les gradients. Là encore, je vous invite à aller voir les bases physiques en IRM. Donc ces gradients de champ magnétique produits grâce à 3 fois 2 bobines, 3 plans différents de l'espace. Ils sont alimentés plus ou moins rapidement suivant les séquences et chaque impulsion électrique dans les bobines est à l'origine de la vibration produisant un son caractéristique. Autrement dit, le bruit que vous entendez de l'IRM, c'est à chaque fois qu'on émet une impulsion. C'est comme si on appuyait sur un interrupteur. Bien, nous avons vu un peu les principes. Maintenant, parlons un peu des contre-indications pour le patient ou pour le personnel. L'IRM est contre-indiqué chez certains patients porteurs d'implants, de matériel ou de dispositifs biomédicaux ferromagnétiques. Pourquoi? Parce que ça va engendrer des mouvements ou des déplacements possibles de ces matériaux, ou alors entraîner des courants induits qui chauffent de façon excessive. Les nouvelles technologies et les nouveaux matériaux permettent de lever certaines contre-indications. Alors pour ce fait, il existe plein de moyens. Donc il existe des livrets dans lesquels on peut retrouver toutes les références des valves, des pacemakers, des implants cochléaires, etc. Il existe aussi des sites internet et on peut également, notamment pour les pacemakers, s'adresser directement aux constructeurs. Ceci est beaucoup plus simple parce que maintenant, dans les nouvelles machines, il est fortement conseillé de rentrer les pentes de gradient correspondant au pacemaker, par exemple. Donc, on continue sur les pacemakers. Normalement, c'est une contre-indication absolue, mais on vient de voir que, avec l'évolution des techniques, certains pacemakers sont devenus compatibles. Les électrodes de pacemaker externes posées de façon transitoire après une chirurgie cardiaque peuvent poser également un problème. Les défibrillateurs cardiaques implantables, tout ce qui est cathéter cardiovasculaire et accessoires, donc suivi d'un patient à haut risque ou mesure de pression intravasculaire, intracardiaque, saturation en oxyhémoglobine, tout ça c'est déconseillé de rentrer le patient dans la machine. Il y a aussi des implants cochléaires, certains implants oculaires très anciens, des neurostimulateurs, des pompes électroniques implantables, des valves cardiaques anciennes, des clips vasculaires,
cérébraux anciens, des implants et des dilatateurs mammaires, des corps étrangers intraoculaires, près d'une structure vitale ou neurologique ou cardiovasculaire. Alors, tout ceci sont bien entendu des contre-indications absolues. Il ne faut pas rentrer un patient si vous ne connaissez pas les références de leur implant. Ceci étant dit, les matériels implantables sont en sans cesse évolution et donc de plus en plus de matériels peuvent rentrer dans la machine. Donc ensuite, il y a des contre-indications relatives, les coils, les stents, les filtres, tout ça, il suffit d'attendre 6 semaines avant de pouvoir entrer les patients dans la machine, et encore ces 6 semaines s'il n'y a pas de notion d'urgence. Les prothèses orthopédiques, c'est 24 heures. Les implants péniens, on les rentre, mais ça peut entraîner quelques douleurs importantes, suivant le type de prothèse. Des contre-indications tout à fait relatives qui sont plus dans la limite du patient. Donc il y a la claustrophobie que l'on arrive toutefois à gérer par voie pharmaceutique ou par l'hypnose. Il y a l'obésité qui, au-delà d'un certain stade, prive le patient d'IRM de par sa corpulence. Et ensuite, une contre-indication relative, c'est l'immobilité impossible du patient. Donc tout cela pour vous dire que dès que vous avez un doute, il faut prévenir le radiologue qui prendra la décision de réaliser ou non l'examen. Dans cette partie, je vous invite également à lire la présentation sur la magnétovigilance qui aborde très bien le sujet de façon beaucoup plus approfondie. Donc pour éviter quelques risques, lors de la prise du rendez-vous avec un patient, on va lui donner un formulaire qui va expliquer l'examen. On va lui donner aussi un questionnaire de contre-indication et on va lui donner un téléphone si jamais il a des questions sur les contre-indications ou s'il a des inquiétudes. Le jour de l'examen, il va subir un interrogatoire oral systématique. On va devoir demander au patient de retirer tout ce qu'il a de métallique ou de magnétique sur lui, les pièces de monnaie, les clés, les briquets, etc. Tout ce qui est appareil auditif, carte magnétique, téléphone. On va également demander au patient de retirer tous les textiles susceptibles d'artefacter l'examen, donc les boutons métalliques, l'élastane, tout ce qui est fibre thermolactile, et expliquer au patient pourquoi on prend toutes ces précautions. C'est simple, l'IRM, c'est un aimant. Donc, un des petits conseils le jour de l'examen pour interroger votre patient, pour ne rien oublier, essayez de partir de la tête aux pieds. Donc, opération du cerveau, des oreilles. Avez-vous reçu des projectiles métalliques? Travaillez-vous ensuite en métallurgie? Avez-vous une pile cardiaque, un pacemaker? Avez-vous bénéficié d'une opération du cœur, d'une pose de valve, une intervention au niveau des vaisseaux, filtres, stents, etc. Avez-vous des patchs médicaux, des prothèses? Si la patiente est allaite ou non, si elle est susceptible d'être enceinte, et si le patient est claustrophobe. Donc, bien sûr, il est indispensable de connaître tous les antécédents opératoires du patient, même et surtout s'ils sont anciens, afin de s'assurer qu'il n'y ait aucune contre-indication à l'IRM. Si le patient est ininterrogeable, vous avez la possibilité de regarder son dossier clinique, radiologique, ou même d'observer visuellement s'il a des cicatrices, notamment au niveau des clavicules, par exemple, pour détecter un éventuel pacemaker. Donc le manipulateur est le dernier maillon de la chaîne, c'est lui qui prend la responsabilité d'entrer le patient ou non dans la salle d'examen. Donc une chose importante et à ne pas oublier, c'est que si on fait rentrer avec le patient une personne accompagnante, que ce soit médicale ou paramédicale ou même de la famille, ces personnes doivent absolument être soumises au même interrogatoire que le patient.
Pour les accompagnants médicaux et paramédicaux, il faudra vérifier quelques petites choses en plus. Donc tout ce qui est paire de ciseaux, pince à clamper, stéthoscope, téléphone, carte magnétique, en plus qui traînent dans les poches, il faudra bien faire attention de les enlever. Pour les personnes hospitalisées, il y a d'autres choses à laquelle il faut faire attention. Ce sont les épingles à nourrice, par exemple, les seringues autopulsées. Si elles ne sont pas indispensables, on peut les enlever. Sinon, il faut les adapter avec un prolongateur pour qu'ils soient loin du statif. Vérifiez également les drains, s'il n'y a pas de pince à clamper. Et surtout, les bonbonnes d'oxygène. Surtout ne pas rentrer les bonbonnes d'oxygène. Encore une fois, je vous invite à aller voir les petites vidéos qui seront présentées dans le sujet de la magnétovigilance. Pour rassurer le patient, on peut lui expliquer que le tunnel est ouvert de deux côtés, qu'il a de la lumière, de la ventilation. Les machines récentes ont des tunnels beaucoup plus importants puisqu'ils sont de l'ordre de 70 cm. Avec l'évolution, on arrive maintenant à avoir également de la vidéo et un casque correct qui reproduit de façon inverse le bruit de la machine, ce qui permet en fait de rendre la machine pratiquement inaudible pour le patient. Il faut bien lui expliquer que l'examen est indolore. Il existe une sensation possible de chaleur, mais c'est pas dû du tout à l'injection, c'est juste dû aux radiofréquences. Donc la machine va donner de l'énergie au patient et va le faire chauffer. Le patient, il aura à sa disposition une sonnette que l'on mettra dans la main, sur laquelle il pourra appuyer à tout moment pour communiquer avec le manipulateur. Il faudra bien expliquer au patient que l'examen est bruyant, mais qu'il a la possibilité d'avoir un casque ou des boucles pièces, ou même les deux. Il faudra également lui expliquer que l'examen est long. En effet, un examen d'IRM peut durer de 15 minutes à 1 heure suivant le type d'examen. On va expliquer également au patient qu'une injection est parfois nécessaire, donc on va lui poser un cathéter qu'on aura choisi en fonction du débit d'injection. On aura choisi un produit de contraste également, parfois spécifique, comme le multi-anse pour le foie par exemple. En général, tous ces produits sont bien tolérés, mais il existe quand même parfois des réactions allergiques. Il est important également de dire au patient qu'il doit garder l'immobilité totale. S'il y a des apnées à réaliser durant l'examen, il faut bien expliquer comment arrêter de respirer, c'est-à-dire au même temps respiratoire et sans bouger le thorax ou l'abdomen. Une fois que vous avez fait toutes ces préparations et que vous avez donné toutes les bonnes explications au patient, on a réussi à peu près 60% de l'examen. Voici un peu quelques images du matériel. Donc ici, on a une IRM de dernière génération, 1,5 Tesla. Ici, on a des brancards de transport amagnétique. Donc, sur ce type de machine, on enlève le plateau de table et on va chercher dans une autre pièce le patient alité que l'on va transférer sur le brancard amagnétique et l'amener sur la machine. Pour illustrer un peu les antennes, voici une antenne corps qui se trouve directement dans le statif de la machine. Il existe d'autres antennes dédiées, comme ici une antenne crâne. On peut avoir une antenne tête et cou, surtout pour faire les angios des troncs supra-aortiques. On peut avoir des antennes rachis, bien que la majorité maintenant des machines ont leur antenne intégrée directement dans la table. Des antennes dédiées cœur, pelvis. Des antennes de surface, notamment utilisées pour étudier l'abdomen.
Des antennes dédiées mammaires. Certaines d'entre elles vont nous permettre de faire des biopsies mammaires directement sous IRM. Des antennes corps entier. Des antennes plus localisées, qu'on appelle antennes flex, qui vont nous permettre d'étudier l'épaule, le genou, le poignet par exemple. Et des antennes micro pour tout ce qui est digital. Des antennes spécifiques pour le genou. Nous avons également d'autres petits accessoires. Ici, un trigger respiratoire qui va se glisser entre l'antenne et le patient pour que la machine puisse faire ses acquisitions pendant que le patient respire. Ici, nous avons la pose d'un ECG afin également que la machine puisse faire ses acquisitions selon le rythme cardiaque. Et ici, une unité de pouls périphérique qui va regarder le changement de sens du sang dans les capillaires sanguins afin de pouvoir donner à la machine une courbe et que celle-ci puisse faire ses acquisitions selon cette courbe. En accessoire, nous avons également l'injecteur automatique. Vous avez ici deux exemples d'injecteurs automatiques. Nous allons regarder un peu quelques images. Donc ici nous avons une image T2 en coronale du crâne. Encore une image du crâne. Ici c'est un T1 axial. T1 axial sans injection et T1 axial injecté. Donc vous voyez que l'injection nous permet de rehausser les tumeurs. Ici un T2 sur les oreilles avec des coupes extrêmement fines pour pouvoir voir ici les nerfs des oreilles. On peut également faire des reconstructions. Donc ici ce sont des reconstructions dites MIP ou des reconstructions volumétriques ou VRT qui nous donnent par exemple ici une oreille avec les canaux semi-circulaires et la cochlée. Donc on peut étudier l'abdomen. Ici ce sont des T1 en axial et en coronal. On reconnaît ici le foie, les reins et les vaisseaux, le cœur et les poumons. Avec certains types de séquences, on ne peut voir que l'eau. Par exemple, un T2 avec un TE très long, on verrait ça avec les bases physiques. On peut mettre en évidence que les endroits où il y a de l'eau. Comme ici, c'est la vésicule avec un beau calcul dans la vésicule biliaire. Et ici, on a le cholédoque. Ici, c'est l'intestin grêle et le canal pancréatique ou Wirsung. D'autres images, ici ce sont des reins avec une dilatation ici du rein. On remarque la vessie, l'utérus, le foie, donc coupe coronale, et ici une coupe axiale avec les bassinets, le rein, le bassinet, le rein. On peut également étudier les vaisseaux ou l'évacuation du produit de contraste avec des séquences T1. Donc ici, nous avons injecté le produit de contraste et on a fait une angio-IRM. Ici, on a réalisé ce cliché en injectant du produit de contraste et en attendant que les reins excrètent le produit de contraste. Donc ce qu'on voit ici en clair, ce sont l'excrétion des produits de contraste par les reins. Donc on a les voies urinaires supérieures et l'urtère. On peut
peut également faire des reconstructions en superposant les images, comme ici on a donc les vaisseaux et on a également les urtères et la vessie. On a ce qu'on appelle également de la scopie IRM. C'est pour permettre de voir le produit contraste arriver et de nous donner le top départ afin d'avoir une angio correcte. Nous avons la possibilité de réaliser plusieurs séquences à la suite, ce qui nous permet d'avoir des angios différentes, artérielles ou veineuses. On étudie également le cœur. Donc ici, vous avez deux axes du cœur. On a un long axe ici du cœur et on peut faire de la cinétique. Et ici, vous avez un cas de cavité du cœur sur lequel on fait également de la cinétique. On peut étudier également des organes un peu plus petits. Ici, vous avez la prostate qui se situe derrière la vessie. Donc ici, on a une vue axiale et ici, une vue coronale. Toujours dans le pelvis, ici nous avons un utérus en sagittal, le même utérus en coronal, que l'on a donc coupé comme ceci, et ici en axial, donc on a coupé comme ça. On peut étudier également tout ce qui est cartilage, ici des images d'épaule dans différentes pondérations, des images de coude, un poignet. Donc tout à l'heure on disait qu'on ne pouvait pas étudier l'os en lui-même, mais on voit quand même pas mal de choses. Le genou, ici dans différentes pondérations, en coupe coronale et en coupe sagittale. Une cheville, toujours avec différentes pondérations. Le rachis, ici un rachis lombaire dans différentes pondérations. On voit très bien la différence entre la moelle et le LCR, et si vous regardez bien, vous avez une petite boursouflure ici, une petite hernie. De même qu'on étudie également le rachis cervico-dorsal. Avec les nouvelles machines actuelles, on peut faire un corps entier et étudier en une seule fois le rachis cervico-dorsolombaire. Ici un autre exemple d'image de rachis cervical avec différentes pondérations, avec une grosse tumeur centrale ici. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous invite donc à aller voir les d'autres présentations sur notre site.